Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander 1 minute pour avoir le temps de mettre les visuels que je voulais vous montrer sur l'écran. C'est bon. Bien, merci d'être là. Je remercie évidemment l'ESAD, son directeur Emeline et puis Cécile Le Tallec qui m'ont gentiment donc invité ici. À vous parler d'abord et puis à parler avec vous, donc comme Emeline l'a dit cet après-midi lors d'entretien individuel. Alors plutôt que de vous faire une présentation de mon travail à proprement parler, j'ai souhaité réfléchir avec vous à cette idée de devenir un créateur. Donc, pour ça, j'ai pensé à une sorte de proposition un peu inversée, dans le sens où je vais faire une rapide analyse et puis je passerai à une sorte de cas concret, c'est-à-dire le mien. Donc la question à laquelle nous devons essayer de répondre aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment devient-on créateur ? Alors lorsque j'ai reçu cette invitation, ma première réponse spontanément a été de me dire mais en fait j'en ai aucune idée. C'est difficile en effet dans un parcours de déterminer comme ça ce qui a été déterminant, de pointer du doigt ce qui ferait loi finalement et qui pourrait s'appliquer aux autres. Il y avait aussi une raison simple, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'on entend par création. Ce mot et puis tout un tas de dérivés qui sont employés assez massivement aujourd'hui et pour lesquels c'est vrai j'ai une sorte de méfiance, disons. On parle beaucoup de création, de créativité, de créatif dans le milieu de la communication et de la publicité notamment. C'est un mot donc qui est un peu employé, on va dire, à toutes les sauces et qui finit par désigner une sorte de valeur, une valeur en soi. On parle de la création. Donc c'est une valeur donc qui est reprise de façon assez massive, notamment dans les politiques de managériat, dans la culture d'entreprise. Je pense que vous avez tous déjà identifié ça. Une valeur qu'il faudrait donc injecter à travers des ateliers dits créatifs, au sens large du terme, au sein des entreprises. Donc on ne sait pas très bien si c'est ce que ça désigne, est-ce que c'est une recherche de cohésion, de motivation pour les employés ou peut-être même une volonté de contrôle. Bref, à l'évidence, ce n'est pas de cette créativité-là dont je suis venu vous parler. D'ailleurs, je connais assez mal les arcanes du managériat en général, donc je ne vais pas vous parler de ça. La deuxième raison de ma capacité première, on va dire, à répondre à cette question de façon directe et claire, c'est que on ne peut s'empêcher d'entendre dans le mot créateur l'expression d'une sorte de geste divin. Donc voilà, ça c'est une recherche que j'ai fait. Donc c'est Getty Images, vous connaissez tous, banque d'images, avec comme mot-clé création. Donc, je suis tombé sur beaucoup d'images comme ça de personnes avec des post-it. Donc pour être créatif, il faut des post-it. En tout cas, c'est important. Donc dans le mot créateur, donc moi j'entends aussi l'expression d'une sorte de geste divin. Donc ça, c'est une image tirée de Google. Si je vous parle de ça, en fait, c'est que je vous montre cette image, c'est justement que selon moi, il n'y a pas véritablement de création possible, au sens strict du terme.
entendez par là une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Voilà, une très belle image pour illustrer ce que je vous dis. Selon moi, il n'y a pas d'œuvre de production de forme, quelle qu'elle soit, y compris dans le vivant, qui ne puisse émerger du néant. Il y a toujours quelque chose plutôt que rien, pour reprendre la célèbre interrogation formulée par Leibniz, donc ce philosophe dont vous avez l'image ici. Alors c'est quoi au fond la création ? Je crois que le problème qui est posé là vient de la tentative d'essentialisation du mot, de l'acte de créer, comme s'il y avait une sorte d'en-soi de la création prise isolément, en dehors de toute contingence ou de tout contexte. Alors pour moi, la création, c'est un peu une évidence là ce que je vais vous dire, mais la création, c'est créer. Autrement dit, pour moi, ça n'existe pas en soi. J'ajouterais que créer, c'est faire. Et donc, c'est ne pas arrêter de faire, c'est-à-dire, avant toute chose, avoir une pratique. Pour reprendre un adage un petit peu vieillot, old school, on pourrait dire que c'est... alors ça, c'est la création selon Getty Images, qu'on a des choses assez abstraites. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un peu l'idée. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Il faut, et je vais essayer de faire en sorte que ce soit la seule fois où je vais dire « il faut », pour être un créateur, donc, il faut faire, il faut produire des formes, il faut donc avoir une pratique. Souvent, enfin c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, c'est intéressant de comprendre l'origine d'un mot. Alors le mot art, justement, puisque je suis artiste, le mot art, donc la racine étymologique, vient du latin ars. Alors je cite, ars, dont le sens sémantique d'habileté doit être placé au centre, et par dérivation donc, développe à partir du sens d'habileté technique ou savoir-faire, celui de métier, d'où par extension, activité spécialisée, mais aussi science ou savoir spécialisé. Au fil du temps, la signification du terme art, donc artis, s'est historiquement déplacée du moyen vers le résultat obtenu, c'est-à-dire du faire vers l'objet, ce qu'on appelle l'art. Alors je sais, pour avoir étudié ici, donc, pour avoir été étudiant moi-même, ensuite pour avoir été membre de jury, de commission, pour avoir organisé des workshops, pour avoir lu des mémoires et pour avoir écouté des étudiants, que souvent la pratique apparaît opposée ou du moins séparée de la théorie. Et conséquence, selon moi, de ce dualisme théorie-pratique fait qu'il existe un risque bien réel que les objets produits deviennent le commentaire d'un discours théorique, ou à l'inverse, que la théorie ne soit que la justification d'une pratique. On peut sortir, selon moi, de cet écueil en dépassant cette opposition et faire de la théorie une pratique qui a des spécificités et qui avance de concert avec la production d'objets. Quand je dis production d'objets, c'est évidemment objets quels qu'ils soient, pas uniquement des objets de design, bien sûr. Donc une théorie, faire de la théorie une pratique, donc, comme je disais, et d'autre part, concevoir une pratique qui produit son propre propos, qui avance par elle-même. Alors, rassurez-vous, je suis pas venu aujourd'hui vous parler de Leibniz ou des choses en soi, ou même de la théorie de la pratique des arts. Déjà, j'en serais bien incapable. Mais j'ai bien conscience que dans cette question posée, comment devient-on créateur, puisque nous sommes dans une journée professionnelle, il y a bien d'autres choses à dire, évidemment. Donc je vais essayer de ne pas parler comme dans un TEDx. Donc je ne vais pas vous parler de confiance en soi, vous dire qu'il faut croire en ses rêves, ou vous donner des citations d'Albert Einstein, comme celle-ci, bien que j'aime beaucoup les citations d'Albert Einstein. Donc comment devient-on créateur ? À quel moment
Passe-t-on de non-créateur à créateur? Par quel cours, par quel enseignement, par quel entraînement devient-on créateur? Est-ce que ça fait mal? Ce sont toutes ces questions auxquelles il va falloir répondre. À mon sens, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà créateur. De facto, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez une pratique, et cette pratique est engagée dans une réflexion profonde sur elle-même et destinée donc à trouver un public. Dans le fond, je pense pas avoir grand-chose à vous apprendre à ce niveau-là. Vous êtes créateur car vous avez une nécessité à le faire. Personne ne vous a demandé d'être ici, en tout cas, je l'espère. Si vous êtes ici, donc, c'est que vous en avez ressenti la nécessité. Cette nécessité ou cette envie. Le distinguo que je ferai entre nécessité et envie, c'est que la nécessité dure dans le temps. Elle est justement essentielle. Si vous êtes créateur, il est question ici de devenir des professionnels. Quand j'étais étudiant en 4e, 5e année, j'oscillais entre des périodes d'angoisse assez peu productives et des moments d'euphorie, pas toujours plus productifs d'ailleurs, à l'idée qu'après ces 5 ans d'études, j'allais être propulsé dans un monde hostile, entre le désert aride et la jungle inextricable, c'est selon, où il allait falloir devenir un artiste, en tout cas être identifié comme tel, et 1000 autres choses encore. Bien sûr, se posait déjà avec force l'absolue contrainte d'un autre type de nécessité, c'est-à-dire trouver les moyens de sa subsistance, autrement dit devenir un professionnel. Je crois qu'on pourrait parler de trouver son économie. Économie de moyens de subsistance, économie temporelle, matérielle. Je pense que il y aura des choses là-dessus tout à l'heure avec l'intervention de Génie. En effet, vous aurez besoin de savoir ce qu'est le précompte, le régime simplifié, de vous loger, de trouver des résidences, d'exposer, de créer un portfolio régulièrement mis à jour, construire votre site internet si c'est pas déjà fait, trouver un atelier, un espace de travail, communiquer sur votre travail, documenter votre travail, de vous former, d'écrire, etc. Bref, toutes ces micro-activités et domaines de compétences qui caractérisent l'artiste ou le designer professionnel. Peut-être vous avez déjà entendu, enfin en tout cas, je l'ai déjà entendu à maintes reprises, ça m'est arrivé aussi de le dire, mais voilà, souvent les artistes ou d'autres créateurs, designers, peuvent dire, voilà, moi je passe 90% de mon temps à régler des choses qui sont entre l'administratif et la communication, et puis je passe que 10% finalement de mon temps à réfléchir et à créer. Et donc il y a une nécessité de réfléchir à trouver son économie. Vous avez compris ici que le terme renvoie à bien d'autres choses que simplement les moyens d'existence. Il est question également, en quelque sorte, de se créer un écosystème. Donc, tout comme il peut y avoir un dualisme dont je parlais tout à l'heure entre théorie et pratique, il peut y avoir une séparation entre création et profession ou professionnalisation. D'ailleurs, qu'on peut entendre, je crois, dans l'expression métier-passion. Vous avez déjà dû entendre. Je crois que cette séparation elle doit aussi être interrogée, ou en tout cas peut-être remise en cause. Si on emploie plutôt le terme de production, on voit bien que cette séparation-là ne tient plus, car cette production, justement, elle est régie par tout un système qui détermine les conditions dans lesquelles celle-ci, justement, advient, et qui englobe la création proprement dite. Donc, selon moi, il est important de réfléchir à ce que pourra être votre économie, donc au sens large. Pensez comme un système global, incluant vos moyens de subsistance, votre temps, la façon dont vous l'employez, et vos moyens de production et de diffusion. J'ai le sentiment qu'en disant tout ça, je vous apprends rien. Il me semble que vous le savez déjà. En tout cas, la question comment devient-on créateur, elle reste en suspens. Donc, je m'appelle Julien Discry, je suis ce qu'on appelle un artiste plasticien ou artiste multimédia, comme on disait dans les années 2000.
Pour ma part, je préfère l'appellation artiste en art visuel, comme il est dit au Québec, où j'ai passé 2 ans, au début des années 2010. Je suis né à Épernay, à une trentaine de kilomètres d'ici. À 18 ans, après un baccalauréat littéraire et 2 années en tant que membre actif du club photo, j'ai quitté ma ville natale pour venir étudier à Reims. D'abord en Hippocagne, au lycée Jean Jaurès, puis en Cagne avant de rejoindre la faculté de sciences humaines, située au quartier Croix-Rouge, alias les Coquilles, où j'ai obtenu un DUG de géographie. En 1999, j'ai suivi les cours du soir donnés à l'ESSAD par Konrad Lauder, qui était un prof de dessin et de sculpture, mais qui maintenant, je crois, enseigne à Strasbourg. Avant de tenter le concours d'entrée et d'être accepté donc en première année. Parallèlement à cette première année, je m'étais inscrit en licence de géographie et sans pouvoir la compléter, au moment de passer en deuxième année à l'ESSAD, je fus donc abandonné. En 2004, sous la direction de Cécile Le Tallec, j'ai obtenu donc mon DNSEP Art avec les félicitations du jury. Lors de mon passage, j'ai reçu la visite de François Quintin, alors directeur du FRAC Champagne-Ardenne, qui m'a alors invité à participer à ma première exposition collective intitulée Jeunisme 2, qui s'était donc tenue en janvier 2016. J'ai pu produire une œuvre pour l'occasion, que vous voyez d'ailleurs sur cette image, qui s'appelait Disque d'or Voyager Live, une installation sonore, qui était d'ailleurs la reprise d'un des projets de mon diplôme. Le projet, donc cette œuvre fut financée par le FRAC, qui en a fait l'acquisition à l'issue de l'exposition. Donc à la suite de cette acquisition, donc la pièce est rentrée dans les collections. L'œuvre a pu voyager et dans la plupart des cas, moi avec, pour d'autres expositions, par exemple à Brest, au Centre d'art Passerelle, à Vigo en Espagne, c'est autre chose, en Roumanie, à Bruxelles, et plus près de nous et en Alsace. C'était donc la première de mes œuvres à rentrer dans une collection publique. Parallèlement, j'obtenais en mars 2005 le poste de rédacteur à Fichette au journal L'Union. Une passion toute relative pour cet emploi et le besoin d'une plus grande flexibilité dans mon emploi du temps devait malheureusement me pousser à démissionner 3 mois plus tard. Dès 2005, en effet, j'ai participé à des expositions collectives en France et à l'étranger, au Royaume-Uni, en Chine ou encore en Autriche. Au gré des rencontres effectuées, alors soit au moment du DNSEP, certains membres du jury m'ont par la suite invité à des expositions, à participer, soit lors de fréquents voyages à Paris, que le train Corail permettait alors de rallier confortablement en 1h35 pour la somme de 15 €. Je pourrais également citer une première exposition à Paris, donc à un lieu qui s'appelait La Planque, qui était un micro-projet au sein de la galerie Air de Paris, qui existe toujours, enfin la galerie en tout cas, le projet Planque, lui, n'existe plus. Ce projet était piloté par Keren Dayton, qui est aujourd'hui, il me semble, directrice du FRAC Nord-Pas-de-Calais. Donc j'avais rencontré Keren Dayton lors d'un stage effectué pour la première édition d'Expérience Pommery, que vous connaissez sûrement. Il y eut également une série d'expositions mettant à l'honneur les artistes dits émergents, dont je faisais partie à ce moment-là, comme par exemple au Sammlung Essel à Vienne, ou encore à Mulhouse, lors d'une manifestation qui regroupait en fait une sélection de jeunes diplômés. Donc ça, c'était l'expo au Sammlung Essel.
Après une carrière aussi courte qu'infructueuse comme chauffeur de navette reliant Reims aux aéroports parisiens, j'ai effectué ma première exposition personnelle en 2006 à l'atelier du jeu de paume à Paris, qui était un lieu au sein même du jeu de paume, dirigé à l'époque par Claire Jacquet, qu'un ami, Laurent Montaron, lui aussi passé par les ZAD quelques années plus tôt, m'avait fait rencontrer. Dans cette expo fut montrée une vidéo réalisée en 2005 qui reprenait directement un travail d'atelier que j'avais développé dans le cours de Cécile Le Tallec en 2e année. Et donc cette vidéo s'appelle Marathon Life. Ce film fut acheté l'année suivante et rentra donc dans les collections du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, grâce à laquelle, cette acquisition, j'ai pu aussi voyager en même temps que la vidéo, avec d'autres vidéos de la collection, dans une série d'expositions qui s'est appelée Entre-temps, qui était donc une sélection d'œuvres vidéo de la collection du Musée d'Art Moderne. Là, en l'occurrence, c'était une exposition qui s'était tenue à Shanghai en 2011. Donc là, c'est une image de la projection, donc une image du film. En 2006, à ma grande surprise, dans le sens où je n'avais pas véritablement provoqué cette rencontre, une jeune galerie composée de 2 anciens étudiants des Beaux-Arts de Brest me proposa de travailler avec eux, de collaborer avec eux, ce qui donna lieu à une exposition personnelle la même année dans leur galerie de Brest, qui s'appelait ACDC. Donc cette expo s'intitulait No Man's Land, expo pour laquelle je réalisais le visuel de l'exposition en prenant une photo sur la table basse de mon salon, me servant alors à ce moment-là d'atelier. Après quelques mois, une exposition collective dont je vous montre quelques images. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Inframince Mont Blanc. J'ai mis un terme à cette collaboration en m'engageant avec la galerie Martina Boukaya à Paris en 2017. C'est à partir de... Ça, c'est une image de la galerie Martina Boukaya. C'était la première exposition collective à laquelle j'ai participé, où je montrais cette sorte de socle. Donc ça, c'est... Voilà. C'était une installation où il y avait une sorte de projection Super 8 à l'intérieur d'un socle, qui était d'ailleurs aussi une reprise d'un projet que j'avais entamé en 4e année ici à Reims. C'est à partir de ce moment-là, à la faveur d'une résidence à la galerie Centre d'Art de Noisy-le-Sec, que je me suis installé à Paris en bénéficiant d'un studio à la Cité des Arts. Ma première exposition à la galerie Aboukaya, ça c'est l'exposition qui s'est tenue à l'issue de la résidence à Noisy-le-Sec. J'avais pour l'occasion créé cette œuvre, vous voyez sur la gauche, qui s'appelle Escalier sans fin, qui était donc un escalier à double vis qui était rotatif, qui se perdait comme ça dans le plafond. Donc, où en étais-je ? Oui, donc à l'issue de cette résidence, je me suis installé à Paris et j'ai pu faire ma première exposition personnelle en galerie à Paris, donc à la galerie Aboukaya, en 2008, ce qui, d'une certaine façon, m'a permis par la suite d'être sélectionné pour le prix Ricard, donc la fondation d'entreprise Ricard en 2008, où je montrais donc 2 œuvres. L'œuvre dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui s'appelle Inframince Mont Blanc, et puis cette œuvre au fond qui est une installation qui, comme son nom l'indique, s'appelle What is not visible is not invisible. Alors juste pour vous en dire 2 mots, d'ailleurs c'est une œuvre que j'ai montrée très récemment au Macval à Vitry,
Je crois que l'expo est terminée, enfin, je ne sais plus, dans l'exposition Persona Grata. Donc c'est une inscription en encre invisible sur le mur qui est révélée par donc ces lumières UV, cette lumière noire. Cette lumière étant déclenchée par le passage des spectateurs. Voilà, vous avez une autre vue. Donc, suite à cette sélection pour le Pré-Écart 2008, en 2009, donc l'année suivante, j'ai obtenu une bourse de l'Institut français qui s'appelle Villa Médicis hors les murs, et qui est une bourse dont la particularité est de financer un projet de recherche et de production dans un pays étranger, quel qu'il soit, mais qui est laissé au choix de l'artiste. Rapidement, j'avais proposé un projet de recherche sur un lieu aux États-Unis, donc dans l'Utah, qui s'appelle Bonneville Salt Flats, qui est donc cet endroit où se tient en fait des courses, des tentatives de record de vitesse avec des véhicules, des voitures, quoi. Et donc je suis revenu avec un film qui s'appelle Speed of Eye, dont vous avez quelques images ici, et que j'ai montré par la suite dans des expositions, évidemment. Là, en l'occurrence, c'était une exposition au Centre d'art de Pugliese, une exposition qui s'appelait America Deserta. Alors, parallèlement, durant ces années post-diplôme, dont je vous ai parlé là brièvement, j'étais engagé dans un projet d'exposition, au pluriel, et de diffusion d'une association qui s'appelait Irmavep Lab, et qui est né à Châtillon-sur-Marne, un petit village de la vallée de la Marne, surtout connu jusqu'alors pour sa statue monumentale d'Urbain II, 159e pape de l'Église catholique, né dans ce même village. Donc ce lieu co-créé par Laurent Giangola et Laurent Montaron, donc artistes passés par l'ESA dont je vous parlais tout à l'heure. Il a été créé dans l'ancienne demeure d'une star du cinéma muet qui s'appelait Musidora, que vous voyez là sur cette image, qui était l'héroïne d'une série de films de feuillade qui s'appelle Les Vampires, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Donc ce lieu a accueilli pendant presque 7 ou 8 années toute une série d'expositions d'artistes français, étrangers, mais aussi des artistes en résidence. Là, c'est une photo du lieu, à proprement parler. Là, je crois qu'il y avait, par exemple, au premier plan, c'est une œuvre d'Aurélien Froment, dont vous connaissez peut-être, le travail. Et Irmavep Lab, une fois que le lieu a été revendu, est devenu une sorte de projet pop-up et s'est manifesté plutôt dans des lieux qui accueillaient des expositions pour l'occasion. Donc ça, c'est la première occurrence de ce qui était devenu Irmavep Lab, c'est-à-dire Irmavep Club, à la galerie Schleicher-Lange, qui était une galerie parisienne qui a ensuite déménagé à Berlin. Pardon. Donc je pourrais comme ça continuer à égrener des projets ou des expositions, ou des expériences ou des rencontres professionnelles qui ont suivi mon diplôme et qui m'ont amené jusqu'à vous aujourd'hui. Mais je pense que d'abord ce serait ennuyeux et pas forcément pertinent par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais insister sur ces années justement post-diplôme, dans le sens où à mon avis, elles sont sûrement les plus importantes et aussi les plus difficiles. J'espère que dans cette sorte d'inventaire non exhaustif de ce qu'elles ont été pour moi, vous aurez identifié ce qui peut amener un créateur à intégrer un milieu professionnel. J'ai parlé d'expositions, de rencontres, de résidences, de bourses,
et de création. Mais vous l'aurez compris, ce que j'ai essayé de vous dire maladroitement, c'est que dans le fond, il n'y a pas de recette. C'est ce que disait Emeline en introduction. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de voie tracée, il n'y a pas de voie modèle. En tout cas, je crois pas du tout que mon exemple puisse l'être. J'espère donc que cette présentation un peu bancale, en 2 parties, vous aura donné non pas des clés, mais en tout cas quelques éléments d'un parcours qui, de fait, restera singulier et qui sera donc aussi bientôt le vôtre. Alors, je vous disais qu'il n'y avait pas de recette, mais je me suis rappelé en préparant mon intervention d'une citation. Alors je l'avais associée à Robert Filliou. En fait, en recherchant, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. En tout cas, c'était une sorte ça reprenait une recette de pâtisserie, qui est la recette du 4 quarts. Sauf qu'ici, en fait, la recette pour, alors non pas la réussite, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas pour devenir un créateur, donc, ce serait 1 quart de savoir, 1 quart de faire, 1 quart de savoir-faire et 1 quart de faire savoir. Alors pour rendre honneur à Robert Filliou, apparemment c'était pas lui, mais j'ai trouvé une autre citation, cette fois de Robert Filliou, et je vais finir là-dessus. Quoi que tu penses, pense autre chose. Quoi que tu fasses, fais autre chose. Le secret absolu de la création permanente. Ne désire rien, ne décide rien, ne choisis rien. Sois conscient de toi-même, reste éveillé, calmement assis et ne fais rien. Je vous remercie.